Bienvenue à tous pour cette dernière partie d'INSEM qui sera consacrée aux liaisons dangereuses entre Internet et vie privée. Alors comment protéger des dangers d'Internet? La génération 2.0. 94% des adolescents ont un profil sur un réseau social auquel ils se connectent au moins une fois par jour. Cyberagression, cyberdépendance, ce sont des pièges auxquels nous sommes tous exposés. Alors comment protéger sa sphère privée dès la première exposition sur le web? Réponse avec Marie Pierrogne qui est coordinatrice Clémy et professeure d'histoire. Elle est notre invitée. Si vous souhaitez réagir, 0800 3x0 900 ou alors écrivez-nous sur Facebook. Les filles, vous veillez. Oui, on est là. Et il y a déjà eu des réactions. Il y a déjà eu des réactions, tout à fait. Alors tout de suite, les réponses à nos questions. Bonjour Marie et bienvenue. Bonjour Célia. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de répondre à ce sujet qui est très compliqué. Alors on rappelle, vous êtes coordinatrice Clémy et professeure d'histoire. En quelques mots, le Clémy, qu'est-ce que c'est? Alors le Clémy, c'est le centre de l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est une structure, on va dire nationale, mais qui a des coordonnateurs dans chaque académie parce qu'on considère que l'éducation aux médias et à l'information, il faut que ce soit aussi connecté avec le territoire, les médias locaux, dont la télé et puis tous les autres médias. Et on essaye de jouer le jeu dès qu'on peut. Exactement. Alors, Marie, l'Éducation nationale a mis en place un dispositif. Alors, c'est avec les classes de 4e. Ça s'appelle Être et rester maître de son identité numérique, toujours en collaboration avec le Clémy. En quoi ça consiste ? Alors, j'ai envie de dire un peu plus que l'éducation nationale, puisque ça, c'est un projet académique de chez nous, dans le cadre de la rédaction du projet académique. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais à chaque fois, l'éducation nationale, le rectorat, l'académie se dote d'un projet académique sur plusieurs années. Et on est au moment de la réécriture de ce nouveau projet. Et dans ce sens-là, on a voulu mettre l'accent sur l'éducation aux médias parce que ça paraissait vraiment important. Et voilà. Et dans le cadre d'un parcours citoyen, on s'est dit que le niveau de 4e, c'était le niveau idéal pour commencer à parler avec les jeunes de leur expérience. Et de ce qu'ils en ont compris, et puis de les éduquer à ces dérives sur Internet. Est-ce qu'ils en ont conscience de ces risques d'Internet en 4e ? Alors je pense que oui. Je pense que oui, mais un peu comme chacun, ça concerne les autres et pas forcément eux. En réalité, ils ont rarement eu affaire à des dérives. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur des cas terribles. Mais en réalité, ils ont rarement eu affaire à ça, ils voient ça un peu de loin. Et puis, on en reparlera, mais le harcèlement, ça date pas du numérique. Enfin, c'est vrai, mais ça accélère les choses. Voilà. Alors, il y a une petite vidéo, c'est un moteur de recherche made in Course qui s'appelle Quant, qui a, dans une petite vidéo, résumé ce qui se passe quand on fait une recherche sur Internet. Vous aviez envie qu'on la diffuse, alors on va regarder à quoi ça ressemble, on en parle ensuite. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. C'est effrayant, mais c'est voulu. Donc ce sont ça les dangers auxquels on s'expose dès qu'on fait une recherche sur Internet. Voilà, alors c'est un des volets effectivement de ce dispositif être et rester maître de son identité numérique, puisqu'effectivement, alors sans faire de publicité pour tel ou tel moteur de recherche, on sait que quand on tape sur un moteur international, eh bien, il collecte les données. En général, elles sont vendues et on a une dimension commerciale. Systématique et évidente. Alors ça, donc les jeunes ne le savent pas. On a des profils sans le savoir. On a un profil client. C'est ça. Alors, ça, c'est pour tout le monde. Mais du coup, pour en revenir sur le respect de la vie privée, et en particulier avec les ados, les pièges, j'allais dire, auxquels ils vont être confrontés, c'est aussi et beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, les réseaux sociaux, c'est leur univers d'expression.
Là, vous avez intitulé... quelques logos derrière, voilà. Ça m'amuse beaucoup. Les liaisons dangereuses. On peut dire aussi liaison heureuse, puisque c'est un lieu d'expression très important. C'est là que finalement qu'ils s'expriment, qu'ils se sociabilisent et qu'ils se construisent leur identité numérique. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont la cote auprès des ados. Voilà, parce que c'est l'âge où on a cette sociabilité qui est intéressante, qui est vraiment recherchée. Et puis le réseau, ça permet aussi de se l'inventer un peu, quoi, on va dire. Donc voilà, on est tous un peu comme ça, mais il y a un âge où on l'est un peu plus. Oui, alors particulièrement à cet âge-là, j'allais dire. Mais le principal problème, c'est peut-être le partage des images. Alors Facebook, Snapchat, Instagram, le principe, c'est de poster des photos de préférence personnelle. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas faire quand on poste une photo? Alors, c'est vrai que là, on s'adresse aussi aux familles qui sont très inquiètes par rapport à ces questions-là. Familles qui mettent volontiers les photos de leurs enfants sur leur réseau. Donc c'est vrai que l'éducation des parents est aussi importante. Donc effectivement, on doit essayer d'utiliser des pseudos, puisque ça permet essentiellement à nos amis de nous repérer, et donc tout le monde n'a pas forcément accès dans ce cas-là aux images. On essaye d'éviter, on ne met pas en photo l'image de quelqu'un à qui on n'a pas demandé son autorisation, quel que soit son âge. Un enseignant a fortiori, mais un camarade dans une soirée, le petit frère, non, on ne met pas en photo parce que ça lui appartient, c'est sa vie privée. Et puis à l'échelle de toute une vie, j'imagine si on avait vu Barack Obama à la piscine à 5 ans, peut-être ça aurait pu impacter son image 30, 40, 50 ans plus tard. Parce qu'on ne réalise pas, mais dès qu'on va publier un cliché, on contribue à forger l'irréputation d'une personne. Alors Marie, moi j'ai envie de demander à Faustine, le rôle des parents justement dans l'exposition de leurs enfants sur le web. Il y a des choses vraiment à faire et d'autres à ne pas faire, et c'est sanctionné par la loi. Tout à fait, Célia. Alors, aux États-Unis et au Royaume-Uni, le phénomène est désigné par un néologisme qui s'appelle le sharenting. C'est un mot valise qui associe sharing, partage, et parenting, parental. Et c'est un mot qui laisse entrevoir un certain narcissisme dans la pratique qui n'est donc pas sans danger. Il faut savoir que votre enfant, comme vous le disiez d'ailleurs, est en droit de se retourner contre vous pour des photos postées sans son autorisation, car le droit à l'image appartient à l'enfant, même s'il est co-géré par les parents. Le parent risque quand même jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. D'ailleurs, il y a une jeune fille qui a porté plainte contre sa mère qui n'arrêtait pas de poster des photos d'elle bébé. Elle lui a demandé 1 fois, 2 fois d'arrêter et elle a continué à le faire. Donc elle a porté plainte contre sa mère. Oui, ça va devenir monnaie courante, je pense, ce genre de procès, quoi. Ensuite, il faut savoir qu'en partageant leurs photos sur Facebook, elles deviennent la propriété du réseau social. Et il peut donc les monnayer à des fins publicitaires. Alors ça dépend, si on le publie sur son mur, ça tombe dans le domaine public. C'est ça, il y a des paramètres que l'on peut, ça fait partie de l'éducation, effectivement, savoir paramétrer ses comptes pour éviter des déboires de ce type. Est-ce que les gens le savent justement, ça, à votre avis? Est-ce qu'on communique assez là-dessus? Alors, Facebook n'a pas forcément intérêt à communiquer là-dessus, mais c'est notre rôle à nous, en tout cas. C'est vrai qu'on est effectivement dans cette prévention, et puis on imagine que quand les enfants le sauront, ils le diront peut-être à leurs parents aussi. Et enfin, le danger le plus important, c'est la récupération de ces images à des fins pédopornographiques. D'ailleurs, la gendarmerie nationale a fait récemment un post à cet effet en insistant sur le fait que parfois, certains moments méritent d'être partagés juste, entre guillemets, dans la vraie vie. Oui. Et c'est mieux. C'est mieux. Et Facebook, d'ailleurs, vient de mettre en ligne un guide de démarrage à l'usage des parents. Voilà. À méditer. Alors, l'idée, c'est vraiment pas d'interdire, puisque de toute façon, ça ne servirait à rien, mais il faut encadrer. Oui, c'est ça. Encadrer et puis comprendre les enjeux de ces publications, comprendre qu'on est dans un univers, de toute façon, où on a des droits, on a des devoirs, et finalement on aborde des questions qui sont plus larges, celles de la citoyenneté, du respect de l'autre, et donc
on va dire, du vivre ensemble, même si le terme peut être un peu fourre-tout comme ça. Oui. Alors, il y a deux termes, la cyberdépendance et le cyberharcèlement. Il y en a d'autres. Oui. Comment on pourrait définir ce phénomène, surtout quand on est adolescent ? Alors sur le cyberharcèlement, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, ça arrive indépendamment du numérique. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça donne une ampleur particulière. Et souvent, les enseignants ont à gérer des événements qui se sont passés comme ça le soir via Snapchat ou que sais-je. Et puis le matin, un conflit, des choses importantes. Donc c'est vrai que ces questions-là, encore une fois, on pourra les régler qu'en amont, en comprenant les enjeux de ça. Et de ne pas relayer. Vous, en tant qu'enseignante, est-ce que vous êtes parfois confrontée à des cas de cyberagression ? Alors ça peut arriver. Cyberharcèlement. Oui, ça peut arriver. Moi, je suis enseignante en lycée et c'est vrai que les élèves de lycée sont un petit peu quand même au point. Sur la bienveillance absolument nécessaire par rapport à ces réseaux sociaux et faire très attention à ce que l'on relaie. Donc c'est un des volets, c'est savoir publier. Alors monsieur, il y a des réactions. Voilà, exactement. Nous avons une réaction d'une maman qui disait qu'elle avait interdit à sa fille de s'inscrire sur Facebook et que finalement la fille avait enfreint la règle et qu'elle avait retrouvé sa photo sur Google et elle voulait maintenant la supprimer. Et elle disait qu'il n'y avait pas d'anonymat possible sur les réseaux sociaux. Oui. Alors effectivement, c'est vrai, parce qu'on peut demander le déréférencement, ça c'est possible, mais c'est un peu long, mais sinon il faut solliciter la CNIL qui s'occupe de ces choses-là. Donc elle peut demander ce genre de choses. Ensuite, il est possible de créer une alerte sur son nom. Et comme ça, on a régulièrement, s'il y a de nouvelles choses qui sont postées, avec l'identification, parce que parfois on a la photo sans avoir le nom, et bien comme ça, on peut voir notre identité sur Internet. Alors tout simplement, à partir de quel âge il est recommandé de confier un smartphone à un adolescent ? Alors, adolescent, c'est ça la question en fait, parce que est-ce qu'un enfant de primaire est un adolescent ? A priori non. On sait que ce sont souvent les parents qui donnent les premiers téléphones à leurs enfants pour des questions de sécurité. Donc à la fois, je suis aussi parent, mais c'est vrai qu'on est un peu ambigu. À la fois, on veut pouvoir les tracer. Je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, etc. Je t'ai donné un téléphone. Et en même temps, on veut pas qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone. Tout ça, c'est une question d'équilibre et d'éducation. C'est vrai qu'on préfère, dans le cadre du Clémy et de l'éducation nationale, les faire pratiquer un média pour qu'ils comprennent les enjeux de ces choses. Alors en deux mots, puisque l'émission est terminée, est-ce qu'en conclusion, on peut dire qu'Internet et vie privée sont complètement incompatibles ? Évidemment non. Bon, allez, on est rassurés, ça marche. Merci beaucoup Marie d'avoir répondu à nos questions. Merci les filles de m'avoir accompagnée tout au long de l'émission. Alors demain, on va parler d'autre chose, un autre sujet de filles pour le coup. On va vous parler des teintures de cheveux bio. Alors c'est sans ammoniac, c'est sans eau oxygénée. Ce sera Sophie Tabor qui va tout nous expliquer. Et ce soir, alors un autre univers, ce sera le premier numéro de Justice. C'est présenté par Henri Mariagne et Marie-Françoise Stéphanie. Ce sera donc à 20h30. D'ici là, bon après-midi à tous. Ciao.